21 juillet 1944, 1 h du matin. Adolf Hitler s'exprime à la radio. Le Führer vient d'échapper à un attentat sanglant. La bombe, qui a explosé quelques heures plus tôt dans son quartier général de Rastenburg, appelé par les nazis la tanière du loup, a raté sa cible. Au milieu des cadavres et des débris, Hitler s'en sort indemne. Mais la vengeance qu'il réserve à ses terroristes sera sans borne. 7000 opposants sont arrêtés dans les heures qui suivent, assassinés ou jetés dans des camps. Parmi eux, un homme sans histoire, un banquier brillant mais borné, Hjalmar Schacht. L'un de ses biographes le décrivait comme un égoïste suprême, ce qui me semble très approprié. C'est un des talents de Schacht de négocier. Il est là, il emballe les gens et il devient très vite indispensable. L'homme qui part ce matin de juillet 1944 avec la police nazie aura pourtant tout sacrifié afin de permettre à Hitler d'arriver au pouvoir. Il aura renié ses convictions et ses idées pour se mettre au service du Führer, redresser l'Allemagne, la réarmer, bâtir des camps avant que la guerre n'éclate. Schacht pense qu'il va pouvoir, quelque part, instrumentaliser Hitler et puis imposer ses propres idées. Qui était ce Hjalmar Schacht, ce proche des nazis oublié par l'histoire? Comment ce banquier inconnu a-t-il réussi à séduire Hitler, puis à l'aider à prendre la tête d'une dictature, avant de retourner sa veste et de comploter contre lui? Par quel stratagème est-il parvenu à réarmer l'Allemagne au nez et à la barbe des alliés du traité de Versailles? Il parlait fréquemment à Hitler et était du coup forcément au courant de ce qui allait se passer. Voici l'histoire incroyable d'un homme qui échappera à tout, y compris à sa propre mort, qui ne le rattrapera qu'en 1970. Voici l'histoire de Hjalmar Schacht, le banquier aux deux visages. Nuremberg, octobre 1946. Les principaux dignitaires encore en vie du régime nazi sont jugés depuis 10 mois lors d'un procès unique dans le sud de l'Allemagne. Le procès de Nuremberg. Au cœur de ce procès, Hjalmar Schacht. Il va figurer parmi les dignitaires du Troisième Reich qui seront jugés à Nuremberg. Jugé pour avoir été l'homme providentiel de l'Allemagne en reconstruction, Schacht aura accompagné la montée au pouvoir d'Adolf Hitler. Pire, manipulé par le dictateur, il aura aidé le Troisième Reich à devenir un monstre sanguinaire. Il a donné une certaine réputation à Hitler. Ça le rend, dans une certaine manière, culpable, je dirais. Pourtant, contre toute attente, Hjalmar Schacht sera acquitté. Schacht a été acquitté au procès de Nuremberg car il n'a pas été possible de prouver sa culpabilité dans la préparation de la Seconde Guerre mondiale et qu'il n'avait commis aucun crime contre l'humanité. Pour retracer cette histoire hors du commun, nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de pénétrer au cœur des archives militaires d'État en Russie. Parmi ces rayonnages, où aucune caméra n'est entrée, se trouvent des moments du destin de Hjalmar Schacht. Un destin parfaitement calculé. Car le banquier du diable avait tout prévu. Sa seule erreur aura été une rencontre avec un homme encore plus déterminé que lui. Janvier 1877. Le petit Hjalmar naît dans le village de Tinglev en Prusse, 12 ans avant celui qui changera à jamais son existence. Mais rien ne prédestinait les destins d'Adolf Hitler et de Hjalmar Schacht à se croiser un jour. Schacht est un brillant élève et déjà très ambitieux. Il commence des études un peu aléatoirement. Le début de ses études, il ne sait pas exactement ce qu'il veut faire. Il passe d'un semestre à Paris pendant l'affaire Dreyfus et il finit par faire des études d'économie. À la Sorbonne, Schacht en profite pour apprendre le français. De retour en Allemagne, il passe un doctorat en économie et commence à travailler, avec succès. C'est un des talents de Schacht de négocier. Il est là, il emballe les gens, et il devient très vite indispensable. Il est quand même assez jeune, il devient l'un des grands dirigeants des finances allemandes très tôt. Mais les plans professionnels de Schacht sont brusquement interrompus à l'été 1914. La Première Guerre mondiale éclate.
puis se propage à l'ensemble de l'Europe et au monde entier. La guerre et ses 10 millions de morts initieront pourtant un tournant dans la carrière de Charte. Un premier pas vers son véritable destin de banquier du diable. Octobre 1914. Au début de la guerre, Hjalmar Charte est mobilisé en Belgique, mais pas en tant que soldat. Le pays est occupé par les Allemands et l'économie s'est arrêtée. Et Charte vient pour rétablir le fonctionnement économique normal, et ce sera son premier coup de génie. La Belgique devait payer pendant sa propre occupation. Charte a été l'un de ceux appelés pour organiser cela, et sa mission était de réduire l'inflation. C'était une sorte de laboratoire pour son futur poste à la Banque centrale allemande. Il est déjà reconnu pour ses talents de banquier et met en place une stratégie pour faire repartir la consommation belge. Et ça marche, la Belgique occupée sort de la ruine. De retour en Allemagne, Charte accepte un poste à la Nationalbank et rejoint des réseaux politiques. Il a, dès avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre, des contacts avec le monde politique. Mais ces contacts ne le placent pas à l'extrême droite. C'est un opportuniste, c'est quelqu'un qui est ambitieux et qui crée un réseau de connaissances pour ça. Quand la guerre se termine, l'Allemagne entre dans la République de Weimar. C'est à ce moment que Hjalmar Charte participe à la création d'un parti de gauche, le DDP. Il est un cofondateur du parti DDP, le Deutsche Demokratische Partei, qui est l'expression du libéralisme de gauche. Au sein du DDP, il tracte, rencontre, échange des idées, intègre des cercles puissants en Angleterre et aux États-Unis. Mais comment Charte pourra-t-il renier ses convictions au point de rejoindre l'auteur de Mein Kampf, Adolf Hitler? Pour le comprendre, il faut connaître la véritable personnalité de Charte. Un mélange d'ambition démesurée et de certitude. Une sorte de petit dictateur de l'économie. Hjalmar Charte était un homme extrêmement sûr de soi et extrêmement sûr de sa supériorité intellectuelle. À beaucoup de gens, il paraissait assez arrogant. C'est un homme qui est très intelligent, il sait qu'il est très intelligent, il sait qu'il est très supérieur aux autres, donc il le fait sentir à tout le monde. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui passe assez mal. Hautain, sans aucun recul sur ses idées, Charte est persuadé qu'il a toujours raison. Mais il est brillant et apprécié pour sa culture. Par exemple, l'ambassadeur américain à Berlin l'invitait régulièrement à ses dîners dans les années 30, parce que c'était un excellent interlocuteur. Mais d'autres personnes le trouvaient déloyal, faux et fourbe. Une fois, il a même dit en français « l'éclat, c'est moi ». Autrement dit, je suis brillant. L'un de ses biographes le décrivait comme un égoïste suprême, ce qui me semble très approprié. Son audace lui fera gagner de l'argent assez vite. Avec ses premières économies, Charte achète une immense maison près de Berlin. Un lieu de repos, mais aussi celui qui abritera les plus grands secrets de l'histoire de Charte. Il va acheter un grand domaine à Gülen, qui est à peu près à 80 km de Berlin, au nord. Une très très grande maison avec des forêts aux alentours. Il y a eu des réunions qui ont été assez importantes où beaucoup d'informations ont pu être échangées. Dans le secret des murs de sa maison, il pouvait rencontrer n'importe qui en étant certain que personne ne pourrait l'espionner. Mais au début des années 20, dans une Allemagne détruite, Hjalmar Charte cherche à accélérer son ascension sociale à tout prix. Charte n'est pas du tout un homme qui cherchait la richesse. La richesse, il l'avait. Il avait gagné de l'argent, beaucoup, avec son activité de banquier. Lui, ce qui l'intéressait, c'était le pouvoir, exercer le pouvoir économique, et puis redresser l'Allemagne. Un homme va bientôt lui donner la possibilité d'atteindre son rêve. Adolf Hitler. Juillet 1923. L'Allemagne est dans une situation désespérée. Nous sommes moins de 8 ans avant le dîner qui changera la vie de Charte en lui permettant de rencontrer Adolf Hitler. L'Allemagne, sortir de la Première Guerre mondiale, est vaincue et est en ruine, l'économie est ruinée.
Les alliés, les vainqueurs, imposent, en fonction du traité de Versailles, des réparations colossales à l'Allemagne. Le pays doit payer ses réparations de guerre aux Alliés et s'endette dangereusement. Le chômage grimpe, les salaires diminuent de 25%. L'Allemagne s'est lancée dans un programme de dépenses massives après la Première Guerre mondiale. D'abord pour gérer les veuves et les orphelins des combattants, mais aussi pour payer les lourdes réparations imposées par les Alliés. À tel point qu'au milieu de 1923, le mark allemand s'échangeait au taux de 4 200 milliards pour $1. Il ne valait pas plus que le papier sur lequel il était imprimé. Cette période pendant laquelle les prix s'envolent et la monnaie perd toute sa valeur porte un nom, l'hyperinflation. La monnaie perd grosso modo 5 millions de fois sa valeur, à peu près entre 1918 et 1923. Une inflation extraordinaire, c'est l'image classique des gens qui se déplacent avec des brouettes de billets pour faire leurs achats. Et donc il faut quelqu'un pour arrêter ça. La Reichsbank n'en est pas capable, et en 1923, donc, le gouvernement va venir chercher Schacht, qui est à l'époque un banquier déjà très célèbre, très connu, pour essayer d'arrêter cette inflation galopante. C'est un poste de fusible. L'enjeu pour Schacht est simplement que s'il réussit cette mission, si le fusible n'a pas sauté, effectivement, ça peut le propulser à un étage supérieur. Hjalmar Schacht vient de décrocher un poste créé spécialement pour lui, commissaire à la monnaie pour le gouvernement. Il n'a pas de bureau, pas de moyens, et le poste est suicidaire. Mais Schacht se met au travail, à sa façon. Il va réfléchir déjà pendant plusieurs jours, comment faire. Il va s'installer dans une remise obscure du ministère des Finances, il va fumer toute la journée des cigares pour réfléchir aux solutions, et en définitive, il va mettre un plan au point pour arrêter les choses, pour arrêter cette inflation. Schacht joue sa carrière, et il le sait. À Moscou, dans les archives russes, les premières traces de Schacht datent de ce moment-là. Il passe du statut de petit banquier à celui de personnage public. Au même moment, un homme tente d'arriver sous le feu des projecteurs en Allemagne, profitant d'une colère qui monte petit à petit dans la population. Adolf Hitler était une personnalité politique marginale en 1923. Il dirigeait un parti basé en Bavière, dans le sud du pays, qui comptait environ 50 000 membres à ce moment-là. Il rêvait d'imiter Mussolini, qui avait conduit la marche sur Rome, en Italie, pour forcer le gouvernement à lui donner un poste clé. Schacht, lui, applique ses idées pour mettre fin à l'échec du système économique. Ça va être son premier coup de génie et sa première œuvre très déterminée, c'est d'arrêter ce système-là. En 4 ans, personne n'avait réussi à le faire. En quelques semaines, l'inflation va être amenée de plus de 1000% par mois à quelque chose comme 15%. Que se serait-il passé si Schacht n'avait pas réussi? Personne ne peut le dire. Mais bien sûr, sa stratégie pour réduire l'inflation a été un moment clé de l'histoire de la République de Weimar. Et cela l'a rendu populaire. En décembre 1923, Hjalmar Schacht est nommé président à vie de la Reichsbank, la banque centrale d'Allemagne. Il va changer le destin du pays et renégocier le montant des réparations de guerre. Il se présente comme sauveur et il va mettre en place le fameux Rentenmark, qui est cette nouvelle monnaie qui va permettre de stopper complètement l'inflation et va inaugurer une relative période de stabilité et d'expansion pour l'économie allemande. Pourtant, Schacht supporte de moins en moins la façon dont le pays est géré par le nouveau chancelier Heinrich Brüning. Et après 7 ans à la tête de la Reichsbank, il claque la porte. Il pensait que le gouvernement allemand ne cherchait pas réellement à réduire le fardeau des réparations de guerre. Et son opposition à la politique des réparations de l'État est devenue la base de son association naissante avec Hitler. Il méprise le chancelier Brüning, qu'il considère comme un incapable, donc il ne peut pas travailler avec un homme comme ça. Plutôt que d'être contrarié, il préfère s'en aller. C'est à ce moment-là que Schacht va changer de visage. Il délaisse son parti de gauche pour rejoindre les idées d'un mouvement plus obscur, le national-socialisme. Schacht était l'un de ces nombreux politiciens, industriels et banquiers qui sont passés du libéralisme à un nationalisme libéral, et même à des partis fascistes pendant les années 20. C'était lié à la déception provoquée par la République de Weimar.
il rentre dès 1930 en contact avec Göring. Ce qui n'est pas étonnant, parce que Göring, des dirigeants nazis de la première heure, du premier cercle autour d'Hitler, c'est celui qui est, disons, un peu chic, ou qui se veut chic. C'est celui que Hitler va envoyer, c'est très clair, va envoyer pour séduire les élites traditionnelles. Schacht hésite, mais il doit partir quelques semaines à l'étranger. Le voyage sera déterminant. Schacht est alors invité dans un voyage de conférence aux États-Unis et sur le bateau qui l'emmène aux États-Unis, lit Mein Kampf. Ce qui, dans mes recherches, m'a particulièrement intrigué, c'est qu'il voit dans Mein Kampf l'œuvre d'un patriote. Il ne voit pas l'œuvre d'un raciste. Aux élections de septembre 1930, le parti nazi rencontre son premier succès dans les urnes. Le rapprochement entre les deux hommes peut alors commencer. Janvier 1931. Hermann Göring a été séduit par les idées de Hjalmar Schacht quelques mois plus tôt. Le 5 janvier, il organise un dîner chez lui, auquel il convie aussi Adolf Hitler. Ce repas changera totalement la vie de Schacht. L'ambiance est détendue, le banquier écoute religieusement les propos du futur dictateur. Schacht était fasciné par la personnalité et le charisme d'Hitler. Il pensait qu'Hitler était le leader dont l'Allemagne avait besoin et que l'Allemagne méritait. C'était un moulin à paroles, Hitler, et donc il parle et Schacht écoute. Hitler exerce certainement une espèce de fascination sur Schacht. Et là, il tombe sous le charme. Charme au sens très fort du mot, bien sûr, hein, c'est-à-dire une sorte d'envoûtement. Le banquier est comme hypnotisé. Et pourtant, le programme économique du Führer ne le séduit absolument pas. Schacht ne va pas du tout être convaincu par ce programme, absolument pas. Mais il se dit que cet Hitler, quelque part, lui ressemble un peu, c'est-à-dire un homme très déterminé, qui a des idées, qui veut les faire appliquer, quel qu'en soit le prix. Et c'est là qu'il va se rallier, malheureusement, à Adolf Hitler. Hitler a besoin de Schacht, il a besoin d'un Schacht, il a besoin de quelqu'un qui va pouvoir mettre en œuvre une stabilisation de l'économie. Et nous l'oublions pas, quand même, la situation la plus difficile de l'économie allemande, c'est ce chômage de masse. De retour chez lui, le banquier réfléchit. Sa femme Louise, fascinée par le futur dictateur, finira de le convaincre. C'est décidé, Schacht suivra le Führer jusqu'au bout. Les mois suivants, Hjalmar Schacht se dévoue à la cause hitlérienne. Il fédère les grands patrons autour du projet nazi et s'imagine de plus en plus au sommet de l'État. Schacht est convaincu que l'avenir appartient à Hitler. À partir de ce moment-là, il lie son sort à celui de Hitler. Schacht pense qu'il va pouvoir, quelque part, instrumentaliser Hitler et puis imposer ses propres idées. Ce qui était quelque part un peu présomptueux, mais assez à la mesure de Hjalmar Schacht. Hjalmar Schacht, lui, ne doutait de rien, et en tout cas pas de lui. Le banquier a raison. Hitler en fait son mentor économique. Mais Schacht pense qu'il a manipulé le futur dictateur. La vérité est tout autre. Hitler a parfaitement compris ce qu'il pourrait tirer de la crédibilité internationale de Hjalmar Schacht. Et il fait tout pour gonfler son ego. Entre 1931 et 1933, il était ce que les Allemands appelaient une vitrine, c'est-à-dire une pièce maîtresse que l'on expose pour montrer aux leaders économiques, aux dirigeants, que la politique nazie n'était pas si radicale qu'ils le craignaient. Pour ce parti qui est dans cette période de montée vers le pouvoir, s'attacher les services de Schacht, c'est évidemment capital, parce que Schacht dispose d'une réputation considérable. Pour financer les campagnes du NSDAP, le parti nazi, Schacht collecte même 3 millions de Reichsmark auprès d'industriels allemands. Et ça marche. Les élections législatives de juillet 1932 confirment la poussée du NSDAP, qui devient le premier parti d'Allemagne avec près de 14 millions de voix. Mais le président du Reich, le maréchal Hindenburg, refuse de confier la chancellerie à Adolf Hitler. Schacht fait alors signer une pétition par des industriels allemands pour faire pression sur Hindenburg. Schacht va faire en sorte que Hitler arrive au pouvoir. Hindenburg ne peut pas éviter de nommer Hitler chancelier. Le 30 janvier 1933,
Adolf Hitler devient le chancelier du Troisième Reich. Pour Hjalmar Schacht, le soutien indéfectible et le stratège de l'ombre, c'est une nouvelle vie qui débute. Mars 1933. Hitler est à la tête de l'Allemagne depuis quelques semaines. La crise économique que traverse le pays est insolvable. Schacht n'a toujours pas de fonction au sein du Reich. Alors le dictateur va lui proposer un poste qu'il a déjà occupé, président de la Banque centrale. Le banquier du diable accepte. Un mois et demi après l'arrivée d'Hitler à la chancellerie, Schacht retrouve la présidence de la Reichsbank, ce à quoi il aspirait, et c'est le cadeau qu'il reçoit d'Hitler. Pour le compte des nazis, Schacht réforme les finances de l'Allemagne. Il profite de ses relations passées pour renégocier les réparations de guerre. Il part à Londres, puis aux États-Unis, afin d'amadouer le président Roosevelt. Il inspirait confiance et rassurait ceux qui avaient peur du radicalisme des nazis. Dès le départ, Schacht et les nazis se sont utilisés mutuellement pour partager des intérêts complémentaires. En juin 1934, la dette allemande est suspendue. Mais le banquier rêve d'un autre poste encore plus prestigieux, celui de ministre de l'économie, occupé par Kurt Schmidt. La querelle qui l'opposait au ministre de l'économie Schmidt, qui était en faveur d'un renforcement de la consommation en Allemagne, culmina en mai-juin. Schacht a alors tout mis en œuvre pour évincer Schmidt et le discréditer. Contre toute attente, Hitler limoge Schmidt et nomme Hjalmar Schacht à sa place. Hitler va clairement lui dire les choses. Schacht, il faut impérativement remettre le peuple allemand au travail. Schacht ne peut plus ignorer la dictature que prépare Adolf Hitler, car un événement vient de sceller le destin de l'Allemagne. Juin 1934. La SA, l'organisation paramilitaire du parti nazi, devient trop violente et gênante pour le Führer. Le 21 juin, le président Hindenburg demande à Hitler de ramener le calme dans le pays. 8 jours plus tard, débute la nuit des longs couteaux. Une série de meurtres, une véritable purge pendant laquelle plus de 200 membres de la SA seront assassinés, notamment par des SS, la garde rapprochée d'Hitler. Un mois plus tard, Hindenburg, le président du Reich, meurt d'un cancer du poumon. Hitler tient désormais à lui seul le destin de l'Allemagne entre ses mains. Pour construire le grand Reich auquel rêve Adolf Hitler, le pays doit se réarmer. Mais c'est impossible. L'Allemagne n'a pas le droit de se réarmer, elle est toujours tenue par les conditions drastiques du traité de Versailles, le diktat de Versailles, et ce réarmement allemand doit se faire de façon, disons, discrète. Hitler a déjà trouvé l'homme qui accomplira cette prouesse. Président de la Banque centrale et ministre, Schacht vient de rejoindre le cercle très fermé des cadres nazis. Mais à part Hitler, il n'apprécie pas beaucoup les dignitaires du Reich. La relation avec Hitler était la plus intéressante. Avec Göring et Goebbels, ils ne se fréquentaient pas beaucoup, car ils n'évoluaient pas dans les mêmes cercles. Mais Hitler trouvait Schacht très utile, au point même de le protéger. Pourtant, Schacht a particulièrement mal compris ce dont Hitler était capable. Les vrais nazis ne le considèrent pas comme un des leurs. Il est en quelque sorte l'archétype du grand bourgeois, ce qui d'ailleurs se voit tout de suite dans sa mise vestimentaire. On ne verra jamais Schacht en uniforme. Le seul à jouer l'ami de façade par intérêt est Hermann Göring. Göring voulait en tout cas cultiver l'image d'ami de Schacht.
Göring a invité à plusieurs reprises Charte à des réceptions dans son espèce de château d'opérette. Alors Charte, lui, n'était pas trop preneur de ça, hein, parce que Göring adorait se déguiser dans des uniformes chamarrés, organiser des orgies à la romaine. Alors on imagine assez mal le très digne Charte avec son costume droit, son col amidonné, ses lunettes d'acier, dans ce type de choses. Je pense que des hommes comme Göring et Goebbels voyaient en lui quelqu'un d'utile au début du règne nazi, mais gênant par la suite. Dans son bureau berlinois, Charte ne pense qu'à une chose, satisfaire Hitler en réarmant secrètement le pays. Et en quelques semaines, il trouve une solution prodigieuse. Pour financer son armée et relancer l'industrie de l'armement, Hitler doit d'abord tromper les Alliés. Le traité de Versailles limitait l'armée allemande à 100 000 hommes, mais Hitler a aussi deviné qu'au fil du temps, la capacité de résistance des démocraties occidentales va en se relâchant. Mais il a aussi besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Or, les caisses sont vides. Hitler et les élites nazies savaient très bien comment réarmer l'Allemagne. L'industrie était toujours là. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était comment financer ce réarmement. Comment assurer ce réarmement sans que ça se voie à l'international? Eh bien, on va essayer de masquer ce réarmement par des dispositifs financiers et monétaires. Charte participe à ce masquage. C'est là probablement le rôle le plus important qu'il a tenu sous le Troisième Reich. Car le banquier du diable met au point un système incroyablement ingénieux. Une sorte de monnaie parallèle émise par une société privée et garantie par l'État, les bons mais faux. C'est vraiment une société un peu écran qui va émettre des bons qu'on a appelés les bons mais faux. Et ces bons, à hauteur de 12 à 13 milliards de Reichsmark, vont servir de paiement pour les industries, les entreprises qui participent au réarmement. Ça va être leur paiement. Ces bons mais faux attirent les investisseurs car ils procurent des intérêts. Tout le monde en veut et les caisses de l'État se remplissent. Le Reich peut ainsi payer la fabrication de blindés, d'armes et de munitions. L'ironie de l'histoire, c'est que même de grands industriels américains viennent investir en Allemagne, comme General Motors ou encore Prescott Bush, le père d'un futur président américain. Charte va faire en sorte que cet argent-là soit utilisé uniquement pour le réarmement, pour les industries, pour l'achat de matières premières. Il s'agissait de mesures censées rendre l'Allemagne autosuffisante, mais l'objectif était aussi de la rendre le plus possible indépendante des importations de matières premières, pour qu'elle soit prête à faire la guerre. Avec le succès des bons mais faux, les entreprises embauchent et l'Allemagne atteint le plein emploi. Charte a une nouvelle fois réussi. Mais en devenant l'homme clé du réarmement de l'Allemagne, peut-il ignorer à ce moment-là que son pays s'achemine vers la guerre? Il parlait fréquemment à Hitler et était du coup forcément au courant de ce qui allait se passer. Je pense que Charte savait dès le départ que les nazis envisageaient d'armer le pays dans d'immenses proportions. Après 1945, Charte niera pourtant toute implication, comme dans cette archive inédite des années 60. Ich habe nicht geglaubt, dass Krieg machen wird, trotz aller seiner Reden. Mensonge ou véritable naïveté? Une chose est sûre, au milieu des années 30, Charte vient de mettre le doigt dans un engrenage meurtrier qui prépare en coulisses la guerre et le massacre de tous les Juifs d'Europe. Septembre 1935. À l'occasion du 7e congrès annuel du parti nazi, les textes des lois de Nuremberg sont adoptés à l'unanimité. Hitler renforce ainsi le processus d'exclusion des Juifs de la société allemande. Hjalmar Schacht participe à certains débats qui font écho à ses convictions.
Chartres était un antisémite dans le sens qui était très commun dans ces années-là. Il y avait de très nombreuses publications où on parlait des Juifs comme étant le mal qui affectait la société, et Chartres était un peu comme les autres. Chartres croyait dans un grand mythe antisémite qui est le mythe de la banque juive. Les Juifs contrôlent l'économie parce qu'ils contrôlent la finance. Le banquier du diable assiste à la spoliation des Juifs qui perdent leur commerce et leurs industries. Mais ses convictions sont plus modérées pour une raison très précise. Il était tout à fait conscient du déroulement de la spoliation des Juifs entre 1933 et 1939 en Allemagne, et il y consentait largement. Mais il a prévenu les nazis que si cela était trop rapide, l'économie allemande en serait perturbée. Et donc, il voulait ralentir le rythme d'expulsion des Juifs de l'industrie et du système bancaire. Mais il n'était pas vraiment en désaccord avec ce processus de spoliation. Pour autant, Chartres ne remet pas du tout en question son rôle dans le gouvernement. Une récente enquête historique montrera même que le banquier profitera personnellement de la spoliation des Juifs en Allemagne. Chartres accepta de participer à la spoliation d'une galerie d'art très renommée à Munich. L'un de ses amis, qui connaissait la galerie, demanda à Chartres d'investir de l'argent pour reprendre ce business juif. Une galerie d'art rachetée pour une bouchée de pain à une propriétaire juive chassée par les nazis et revendue ensuite à prix d'or. Je pense que Chartres a toujours essayé de passer pour un politicien honnête et un banquier détaché de ses intérêts personnels et financiers. Mais le cas de cette galerie d'art juive spoliée prouve le contraire. Il n'avait aucun scrupule à profiter de cette arianisation, et c'est un élément qu'il gardera secret jusqu'à la fin de ses jours. Pendant que le Führer réforme le pays à un rythme effréné, Chartres assiste même depuis son ministère à la construction des camps de concentration de Dachau, Sachsenhausen et plus tard Buchenwald. Mais à quelques mois de l'effroyable nuit de cristal, un homme que Chartres considérait comme un ami va alors renverser sa relation avec Hitler. Adolf Hitler ordonne qu'un nouveau plan économique mégalomane soit lancé à partir de 1936 pour armer davantage l'Allemagne et la rendre indépendante en seulement 4 ans. C'est Hermann Göring, le numéro 2 du régime, qui s'empare du projet. Mais en tant que ministre de l'économie, Chartres s'y oppose. Alors que Chartres souhaitait arrêter le réarmement à un certain niveau suffisant pour l'Allemagne, Göring, lui, s'investissait pour réarmer le pays dans le but de préparer la guerre. Entre 1933 et 1936, les dépenses allemandes en armement sont passées de 4% des dépenses publiques à près de 10 fois cette part, soit 40%. Chartres pensait que c'était le maximum possible et que si les dépenses d'armement continuaient à ce rythme, elles plongeraient l'Allemagne dans une crise inflationniste. Göring et Hitler ne se souciaient pas de ça. Leur objectif était d'armer la nation pour qu'elle soit prête à faire la guerre, afin de conquérir des territoires qui apporteraient de nouvelles ressources à l'Allemagne. La relation entre Chartres et Göring devient étouffante. Détesté par les autres dignitaires nazis, Chartres est poussé vers la sortie. Il décide alors de jouer son va-tout et part en Bavière pendant l'été 1937 pour convaincre Hitler qui s'est retiré dans sa résidence secondaire. Hitler et Chartres vont se rencontrer à Berchtesgaden, et Chartres va lui dire clairement, bah écoutez, ça peut pas durer comme ça, soit vous choisissez Göring, soit c'est moi. Alors Hitler va être très peiné de ça, il va dire, écoutez Chartres, je vous aime tellement, on ne peut pas en arriver à cette extrémité-là, donc essayez de composer avec Göring. Chartres va encore pendant 2 mois faire un effort pour essayer de vivre avec Göring, et puis en définitive, Chartres va démissionner de ses fonctions de ministre de l'économie. Le lendemain, Göring l'appelle pour l'informer qu'il est assis à sa place sur son fauteuil de ministre. Chartres fulmine. Alors qu'il se voyait comme le mentor d'Hitler, le banquier doit se rendre à l'évidence. Il a été manipulé, utilisé, puis exclu. Tous les deux pensaient qu'ils pourraient utiliser l'autre pour ses propres buts. C'était seulement Hitler qui utilisait Chartres et pas l'autre côté. Mais il ne part pas les mains vides. Le Führer n'a pas oublié ce que Chartres a fait pour la nation.
Entre 1933 et 1938, lorsqu'il va quitter ses fonctions officielles, le chômage va être réduit de 7 millions à 0, grosso modo. Hitler le maintient à la tête de la Banque centrale et le nomme ministre sans portefeuille, une sorte d'emploi fictif. Malgré tout, le banquier rumine sa colère contre Göring et Hitler. Alors, dans le plus grand secret, il commet l'irréparable et retourne une nouvelle fois sa veste. Son appartement de Berlin et sa maison de Gülen deviennent des lieux de réunion avec les opposants au régime nazi. Même s'il a perdu les fonctions qui étaient les siennes, il n'en demeure pas moins qu'il apparaît comme ayant été un rouage du système. Donc, on le regarde avec une certaine distance. Militaire, intellectuel, politique, Charte tente de se faire accepter parmi ces résistants de l'ombre et leur transmet des informations. Un soir, le banquier découvre que des micros ont été cachés dans son appartement berlinois. De dignitaire nazi, il sait qu'il est devenu suspect. À quelle période ont été posés ces micros, on ne le sait pas. À partir de ce moment-là, forcément, Charte avait moins confiance. On ne sait pas exactement qui a posé ces micros, probablement la Gestapo. Un pied chez les nazis, un autre chez les opposants au régime. Le double jeu de Charte durera jusqu'en 1944. Le temps pour lui de prendre une décision irrévocable. Hitler doit être éliminé. Novembre 1938. L'Allemagne devient le théâtre d'un moment clé de la politique antisémite d'Hitler. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, les Juifs et leur lieu de vie sont pris pour cible. C'est la nuit de cristal. Charte est abasourdi par cette violence. Les Juifs sont assassinés, des synagogues sont incendiées, et cette nuit de cristal, elle a sur lui l'effet d'un choc. Il a, on peut dire, le courage de le dénoncer, publiquement, je veux dire. Dans les jours qui suivent, 30 000 Juifs sont arrêtés et envoyés en camp de concentration. Les lois de ségrégation se durcissent et privent les Juifs de tout travail et de leurs droits. Charte contacte Hitler pour lui expliquer que sa politique de persécution conduira le pays à la ruine. Le banquier veut trouver une solution. Il va discuter avec des représentants de la communauté juive anglaise sur la manière de faire. Bon, ça va jamais fonctionner, hein. Y a-t-il mis une énorme énergie? Je ne sais pas. À la fin de l'année, Adolf Hitler, agacé par les positions de Charte, le convoque à Berlin. Hitler ne voulait rien écouter. Il a demandé à Charte de venir et sans crier gare, il l'a viré. Charte ne s'y attendait vraiment pas. L'année 38, dans l'histoire du Troisième Reich, c'est une année qui a la valeur d'un tournant, parce que Hitler se débarrasse de toute une série de dignitaires qui représentaient au sein du régime l'aile conservatrice. En janvier 1939, Charte n'a plus aucun pouvoir dans l'organigramme nazi. Hitler l'a exclu du gouvernement, puis de la Banque centrale. Mais étonnamment, il lui conserve son titre de ministre. Une coquille vide. C'est, pour le banquier du diable, le moment de s'enfermer dans sa maison de Gülen. Il se repose, jardine, réfléchit et assiste, impuissant, au chaos de la Seconde Guerre mondiale. Février 1941. L'Allemagne a déjà envahi la Pologne, puis la France, et prépare son attaque de l'URSS. Hjalmar Charte ne peut plus ignorer que la guerre cache aussi l'un des pires crimes contre l'humanité de l'histoire, la Shoah. Est-ce qu'il était au courant de l'assassinat des Juifs d'Europe? Je pense oui, comme les élites allemandes. On sait que l'information a circulé, elle revenait de l'Est. Il avait des amis parmi les officiers et les généraux de l'armée allemande. C'était aussi un très bon ami des opposants conservateurs anti-Hitler. Tous ceux qui occupaient une si haute fonction à Berlin connaissaient l'existence des camps de concentration en Europe. Et toute personne en haut de l'organigramme nazi savait que des exécutions massives avaient lieu sur le front de l'Est, principalement de Juifs.
Pourtant, Charte conservera des relations avec le dictateur et l'informera même de son souhait de se remarier suite au décès de sa première femme. Cette rencontre aura lieu en février 1941. Ce sera la dernière. Mais le lien particulier entre les deux hommes sauvera certainement Charte de la mort près de 4 ans plus tard. Juillet 1944. Les camps de concentration et les centres de mise à mort ont déjà englouti des millions de victimes. Hitler a dévasté l'Europe. La guerre n'est pas terminée, mais les nazis sont en train de la perdre. C'est ce moment que choisira la résistance allemande pour déclencher l'opération Valkyrie, qui doit renverser Hitler. Le dictateur a dû faire face à plus de 40 attentats depuis 1921. Mais celui-ci sera certainement le plus spectaculaire. Dans sa propriété de Gülen, Charte recevra les conspirateurs et connaîtra certains détails du plan. Il était au courant. Il savait que quelque chose allait se passer. Il ne savait pas quoi précisément, il ne savait pas par qui. Il a eu des informations à travers ses contacts avec des personnalités importantes de la résistance. Donc il n'est sans doute pas dans le premier cercle, mais on pourrait dire qu'il est dans un deuxième cercle, ce qui est déjà beaucoup. Charte aura même l'audace de se proposer comme nouveau chancelier. Son nom circule sur des listes clandestines. Mais si l'attentat rate, il sait qu'il sera tué. Il savait qu'il était en danger et qu'il devait faire quelque chose pour sauver sa peau. Ce 20 juillet 1944, Hitler est dans l'un de ses quartiers généraux, la Tanière du Loup. C'est une réunion au sommet, avec plusieurs hauts responsables militaires de l'appareil nazi. Le dictateur est en train d'étudier une carte d'état-major quand une bombe explose. Hitler est touché, 5 personnes sont tuées. Hitler, par un énorme coup de chance, va réchapper de ce complot. Et là, Hitler va être évidemment furieux. La répression va s'abattre sur tout ce qui ressemble à un semblant d'opposition dans le pays. Sa vengeance sera sans limite. Adolf Hitler fait arrêter, torturer ou assassiner plus de 7000 opposants au régime. Parmi eux, Hjalmar Charte. Au matin du 23 juillet, des hommes viennent arrêter le banquier sur ordre d'Hitler. Sa maison de Gülen est inspectée de fond en comble, à la recherche de preuves. Il va de soi qu'on ne doit rien trouver. Il a éliminé toute trace d'implication. Charte a 67 ans. Il est jeté en camp de concentration. Commence alors pour lui l'épisode qu'il décrira comme le plus terrible de sa vie. Il va vivre le parcours du prisonnier, il va d'ailleurs rencontrer la plupart des conjurés du complot Valkyrie, qu'il va voir disparaître parce que ces gens-là sont exécutés les uns après les autres. Personne n'a parlé. Et heureusement pour Charte, son nom n'a pas pu être retrouvé dans les documents des principaux conspirateurs contre Hitler. Rien n'a pu confirmer à la Gestapo qu'il faisait partie des conjurés. Le banquier du diable traversera des camps comme Ravensbrück, Flossenbürg ou Dachau. Ses anciens amis conspirateurs seront assassinés, mais pas lui. Car Charte est un prisonnier spécial d'Hitler. Sa vie ne sera jamais menacée. Le dernier camp de Charte est libéré en avril 1945 par les Américains. Quelques jours plus tard, Hitler se suicide d'une balle en pleine tête, à côté de celle qu'il vient d'épouser, Eva Braun. Pour Charte, c'est enfin la liberté. Il se croit libre. C'est vrai que lorsque son camp est libéré, il est très content. Enfin, il peut respirer un peu, parce qu'il pensait réellement être exécuté. À de nombreuses reprises, il pensait que sa fin était là. Mais le banquier est loin de se douter de la suite de l'histoire.
Interrogé par les Américains pendant plusieurs jours, il sera maintenu en prison et renvoyé face au juge du procès le plus retentissant de l'histoire, celui des criminels de guerre nazis. Nous sommes en octobre 1946 et le banquier du diable est convoqué au procès de Nuremberg. Comment est-ce qu'il s'en sort? Alors d'abord très habilement, puisqu'il sait exactement ce qu'il peut mettre en avant et ce qu'il doit nier. Hjalmar Schacht fait un exposé brillant de son bilan, évoque la résistance, critique les horreurs du nazisme auxquelles il n'a, dit-il, absolument pas participé. Lorsque, au procès de Nuremberg, Schacht a vu les enregistrements américains et soviétiques des camps d'extermination, il a en tout cas dit que ça l'avait profondément choqué. Le cas de Schacht va être l'un des cas qui va faire débat entre les 4 juges du tribunal de Nuremberg. Ces 4 juges, il y a un Anglais, un Américain, un Français et un Soviétique. Et en définitive, c'est l'Anglais qui va l'emporter, et donc Schacht va être acquitté, un peu à la surprise générale. N'oubliez pas que c'était un extraordinaire négociateur, donc il a réussi aussi à se présenter sous un jour plus favorable. La surprise de son acquittement est de taille, mais il n'en montre rien. Schacht sera pourtant marqué à vie. Il parlait assez peu de ce temps-là. C'était pour lui une expérience assez traumatique, dans un certain sens, je dirais. Après Nuremberg, les autres procès contre les anciens nazis en Allemagne le laissent également libre. Mais il est ruiné et il a dû quitter sa maison de Gülen. Il va tout à fait laver de toute accusation et il va pouvoir redémarrer une nouvelle vie en quelque sorte. Bon, c'est un très vieux monsieur à ce moment-là, puisqu'il a plus de 70 ans, mais malgré tout, l'avenir est devant lui. Janvier 1951. Hjalmar Schacht vient d'avoir 74 ans. Mais en Allemagne, personne ne veut travailler avec un rescapé du Troisième Reich. Alors Schacht a une idée, il va voyager. Dans l'Allemagne d'après-guerre, il n'existait plus. Pour une raison simple, le chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, Konrad Adenauer, qui exerça de 1949 au début des années 60, détestait Schacht. Qui va être appelé par des pays émergents pour les conseiller afin de réussir leur développement. Il va travailler pour des pays comme l'Indonésie, par exemple, du président Sukarno. Il va travailler pour l'Égypte, de Gamal Abdel Nasser. L'Égypte, d'ailleurs, va faire appel à beaucoup d'anciens nazis. Au cours d'un voyage dans les années 50, l'avion qu'il prend pour revenir d'Inde fait une escale inattendue, dans un pays qu'il veut éviter à tout prix, Israël. Schacht sent une sueur froide couler dans son dos. Israël, c'est pas un pays dans lequel il est persona grata. C'est le pays des Juifs, et avec les Juifs, il s'est pas conduit d'une manière tout à fait correcte, loin de là. Dans les salons de l'aéroport de Tel Aviv, le banquier du diable a peur d'être reconnu, arrêté et jeté en prison comme un ancien nazi. Mais une nouvelle fois, Schacht a de la chance. Il va s'envoler, finalement, sans être inquiété, alors qu'il a rencontré 2 personnes qu'il connaisse, qui l'ont reconnu comme étant Hjalmar Schacht. Un serveur qui se trouvait là, et qu'il avait rencontré déjà en Allemagne, et puis une dame qui était en train de partir vers l'Amérique du Sud, et qui aussi l'a reconnu comme étant Hjalmar Schacht, le banquier d'Adolf Hitler. La traque des nazis passés entre les mailles du filet s'intensifie. Quand l'ancien cadre du Reich, Adolf Eichmann, est capturé en mai 1960 par les services secrets israéliens, d'autres anciens proches d'Hitler sont inquiets. Mais pas Hjalmar Schacht. C'est vrai que l'enlèvement d'Eichmann à Buenos Aires inquiète en fait les anciens dirigeants nazis qui sont passés à travers les mailles du filet. Est-ce que Schacht est inquiet ? J'aimerais vous rassurer, je ne pense pas qu'il a vécu la boule au ventre en ayant peur d'être soit assassiné, soit enlevé, soit jugé. Schacht ne sera jamais rattrapé par son passé. Juin 1970. Le banquier d'Hitler a 93 ans. Il a échappé à la guerre, au camp, au procès d'anciens nazis, mais il est temps de rendre des comptes. En 1970, Schacht est invité à un grand dîner. C'est une soirée importante et il met sa veste de costume, son pantalon. Et là, il tombe, il se casse la jambe et part à l'hôpital. Il y mourra. Son cœur a cessé de battre. Le 3 juin 1970, le banquier du diable ne peut plus échapper à son destin. Et il meurt paisiblement avec le sentiment d'avoir été
un grand homme pour l'Allemagne. Il ne se sentait coupable de rien qu'il avait fait dans le Troisième Reich. Il y avait un seul regret, il se sentait trompé par Hitler. C'est ce qu'il avait toujours dit. Cet homme m'a trompé, il m'a abusé. Il pensait qu'il avait été le seul homme capable de relancer l'économie allemande. Mais il se trompait. Il n'avait pas compris qu'Hitler était en fait déterminé à préparer la guerre. Il est mort vieux, dans l'oubli, dans le calme. Donc oui, c'est vrai qu'il n'a pas laissé une trace considérable dans l'histoire, parce que d'autres en ont laissé une beaucoup plus criminelle que lui. Il a permis à Hitler d'accéder au pouvoir. Il a été aussi l'un des grands facilitateurs du carnage de la Seconde Guerre mondiale. Alors, si certains chercheurs mettent en avant son intelligence, tout cela est largement surpassé par les horreurs qu'il a rendues possibles. Le banquier aux deux visages emportera avec lui les derniers secrets de sa véritable relation au nazisme et à Adolf Hitler. Son nom restera pourtant à jamais gravé dans la liste des milliers de cadres nazis, sans qui l'apocalypse du Troisième Reich n'aurait jamais pu exister.